Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. Les titres, une personne en état d'urgence absolue après l'explosion d'une poudrerie à Bergerac. Une quarantaine de personnes se trouvaient sur place sur site classé Céveso. Les autorités affirment qu'il n'y a aucun risque pour la population, mais le plan blanc a été déclenché. Les urgences sont à bout de souffle. Le manque de personnel oblige certains établissements hospitaliers à fermer, parfois de manière temporaire, leurs services d'urgence. Pour François Braun, le ministre de la Santé, il n'y a pas de fermeture, il y a des accès régulés. Et puis, le fléau du crack, toujours présent en plein Paris. Un an après l'évacuation des toxicomanes du quartier de Stalingrad, nous avons voulu savoir quelle était la situation aujourd'hui. Et vous verrez que certains riverains continuent de subir des nuisances nocturnes. Reportage à suivre dans votre journal de la nuit. Un blessé grave et 7 blessés légers, c'est le bilan provisoire de cette explosion d'une usine qui fabrique des explosifs à Bergerac en Dordogne. Cette usine est par ailleurs classée Soveso. Les explications d'Hilal El Aflaoui. Peu avant 14h, plusieurs explosions retentissent à Bergerac. Elles proviennent du site de Manuco, classé Céveso seuil haut, car l'entreprise y fabrique des explosifs. Dans le quartier, les déflagrations ont fait trembler les murs des habitations. Nous étions dans les bureaux, en fait, les murs ont tremblé, les fenêtres ont tremblé. Ça a été au moins à 2 reprises. Donc on n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Et on avait des collègues qui étaient à l'extérieur avec les chiens et qui ont vu effectivement une grosse fumée s'élever dans le ciel. Des fumées causées par les explosions qui ont provoqué un début d'incendie. Rapidement, un périmètre de sécurité est établi et d'importants moyens sont déployés. Une 60aine de pompiers, 2 hélicoptères du SAMU et une 20aine de policiers sont dépêchés sur place. Alors on est dans une usine de type Céveso, donc qui est connue des services de secours, qui est connue des services de l'État. Les bâtiments de stockage sont repérés. Donc quand ils sont partis de leur caserne, ils savaient que l'explosion avait eu lieu dans tel bâtiment, qu'il y avait telle et telle matière dans le bâtiment. Une fois l'incendie maîtrisé, le bilan fait état d'un blessé grave en urgence absolue évacué au CHU de Bordeaux et de 7 autres blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé. Au moment de l'incident, une quarantaine d'ouvriers se trouvaient sur le site, dont Enzo, parti chercher de l'eau à ses collègues juste avant les premières détonations. Franchement, ça fait peur. J'ai juste entendu la première explosion et juste en me retourner, les autres ont suivi. Moi, j'en ai entendu entre 6 et 7. 6-7 explosions. Je me suis bien couru au bout de la 3e explosion, mais à courir dans tous les sens parce qu'on voyait les morceaux de briques partir dans tous les sens, les bouts de verre, les fenêtres. Ça surprend quand même un petit peu. Et puis quand tu vois aussi un blessé sortir, le crâne complètement ouvert, ça calme aussi, on va dire. Pour le maire de Bergerac, qui déplore le nombre de blessés, le bilan aurait pu être beaucoup plus grave, le site étant classé Céveso seuil haut. Alors bien sûr, faut pas minimiser, ça on est bien d'accord, mais dans une telle catastrophe, ce qui est important, c'est d'avoir le moins possible de victimes, ou en tout cas que les victimes puissent être accompagnées, soignées le plus rapidement possible. Et on a vu, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Il y a un regard particulier, une attention particulière qui est portée sur l'ensemble du site, avec des commissions de sécurité, avec des rendez-vous réguliers avec les services de l'État, les services de la mairie, de façon à pouvoir se prémunir d'un tel événement. Concernant les émanations de produits toxiques, le sous-préfet se montre rassurant. Comme nous avons très peu de vent, elles se sont plutôt déportées du côté de la rivière Dordogne, donc loin des habitations. Il n'y a aucun risque pour le voisinage ou pour la rivière Dordogne. Si une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incident, le groupe Eurinco, propriétaire de l'usine, précise que les explosions se sont produites au cours d'opérations de maintenance sur le site. Et un peu partout en France, les urgences sont à bout de souffle. Les services sont en sous-effectif cet été, à tel point que certains hôpitaux sont obligés de fermer leurs urgences la nuit. Le point sur la situation avec Alexia Prunier. Les urgences sont à bout de souffle. Selon une enquête du syndicat SAMU Urgences de France, sur 331 établissements de santé, 42 ont désormais fermé leurs services d'urgence la nuit et 88, soit plus d'un quart, ont dû restreindre leur accès. En cause notamment un manque cruel de personnel. Même au sein des SAMU Centre 15, les équipes travaillent à flux tendu. 86% des SAMU estiment que l'inadéquation entre les ressources humaines disponibles et l'importante augmentation d'activité occasionnent des difficultés de fonctionnement et de sécurité dans leur exercice. Le mois dernier, on compte environ 180 000 passages de plus aux urgences qu'en juillet 2021. Pourtant, selon le syndicat,
95% des services d'urgence déplorent un manque de lits pour leurs patients. Généralement, le mois d'août est pire que le mois de juillet sur les fermetures de lits et sur la disponibilité des libéraux. Donc nous, ce qu'on demande spécifiquement, c'est d'avoir des moyens qui soient donnés au service des urgences en nombre de lits suffisants en aval des urgences. C'est-à-dire qu'il nous faut des lits pour hospitaliser nos patients qui doivent être hospitalisés et qu'ils ne se retrouvent pas dans les couloirs des urgences, ce qui est une forme de maltraitance du patient. Pour eux, il faudrait entre autres pouvoir, si nécessaire, avoir recours à la déprogrammation des opérations. En France actuellement, 20% des établissements de santé ont déclenché leur plan blanc. Et François Braun, le ministre de la Santé, était par ailleurs en déplacement à Nantes aujourd'hui. Il s'est exprimé sur les difficultés rencontrées par les hôpitaux cet été. Écoutons-le. Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture. Il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle apporte pas une dégradation des soins comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins. Donc effectivement, à Nantes, il y a une expérience par le service d'accès aux soins qui est déjà ancienne, qui fonctionne bien. Donc cette régulation qui s'est développée, ils ont une augmentation du nombre d'appels, comme tous les SAMU en France d'ailleurs, d'à peu près 20% depuis le début d'année, qu'ils arrivent à traiter très bien en collaboration avec la médecine générale. Le portefeuille des Français au cœur des débats. Le Parlement vient de valider définitivement ce mercredi le premier volet de paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Ce texte d'urgence porte un total de 20 milliards d'euros de dépenses et prévoit notamment une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations, le plafonnement de la hausse des loyers ou encore le triplement du plafond de la prime Macron pouvant être versée par les employeurs. Une victoire donc pour les Républicains. C'est toute la difficulté, effectivement, pour la droite et en particulier pour les Républicains de continuer à marcher sur ce chemin de crête dans lequel ils sont, qui est celui d'une opposition constructive. Et donc, la nécessité pour eux de bien d'avoir un impact, de pouvoir laisser une trace, de pouvoir laisser une marque, en fait, sur ce projet de loi et qui conduit à la situation que vous décrivez. Mais ce qu'il faut garder quand même en tête, c'est que dans tous les cas, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale et c'est dans l'hémicycle du Palais Bourbon que on aura une version définitive de ce texte-là. C'est surtout la honte pour les singes. Le député LR, Aurélien Pradié, a-t-il dérapé en plein hémicycle? C'est ce que pense Sandrine Rousseau, députée qui a demandé ce mercredi une sanction à son encontre en raison, on va la citer, de l'homophobie manifeste des propos qu'il aurait tenus à l'Assemblée nationale. Écoutez. Moi, je n'avais pas entendu cette phrase puisqu'à chaque fois que je prends la parole, il y a un brouhaha issu des rangs des Républicains notamment. Et là, j'ai lu le compte-rendu hier. Et d'ailleurs, ce sont les personnes qui avaient organisé le rassemblement contre les ministres qui avaient eu des actes et des attitudes homophobes qui m'ont prévenu de cela. C'est-à-dire que dans le compte-rendu, au moment où je parle de ce qu'on appelle la variole du singe, mais qui est très discriminant, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas se faire soigner et dépister précisément parce que ce terme de singe est très discriminant pour les personnes. Donc je proposais que l'on appelle différemment cette maladie. Et à ce moment-là, Aurélien Pradié, selon le compte-rendu de l'Assemblée nationale, dit dans l'hémicycle, c'est insultant surtout pour les singes. Et ça, c'est extrêmement homophobe, c'est extrêmement violent pour les personnes qui sont issues des communautés LGBTQIA+. Et par ailleurs, c'est très discriminant aussi pour les personnes qui ont cette maladie. Et donc, il n'est pas question qu'on laisse passer ça au sein de l'hémicycle. Je n'imagine pas un instant que le personnel de l'Assemblée nationale ait inventé cette phrase. Et il est absolument impossible qu'ils aient noté ça dans le compte-rendu sans que cette phrase ait été prononcée. Donc non, ce ne sont pas des excuses. On va, j'imagine, étudier le bruit de fond qu'il y avait dans la salle. Et il y a des micros d'ambiance, donc j'espère que l'on pourra retrouver cette phrase. Mais il va falloir aller un tout petit peu plus loin sur les excuses, parce que dire que on n'imaginerait pas dans la bouche de Pradié des propos de cette sorte, c'est vraiment trop facile. Et là, il va falloir qu'il rende compte de ce qu'il a dit. Et s'il a dit ça, alors il va falloir qu'il y ait une sanction, et une sanction sévère. Aurélien Pradié, quant à lui, réfute ces accusations. Regardez, dans un tweet posté il y a quelques heures, il affirme lutter contre l'homophobie et toute forme de discrimination, ajoutant qu'imaginer une seule seconde qu'il ait pu dire une chose pareille est à vomir. Les ministres seront en vacances à la fin de la semaine et Elisabeth Borne, la première ministre, les a reçus mercredi soir avec leur conjoint pour un dîner spécial sans Emmanuel Macron, Anthony Lebos.
Le président est à Brégançon et ses ministres sont à Matignon. On a vu passer ici un défilé de voitures ministérielles. Certains sont arrivés à pied, comme le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Et ce mercredi soir, dernière réunion avant les vacances des ministres, puisque le dernier conseil des ministres a eu lieu le 29 juillet dernier. Les dernières questions au gouvernement ont eu lieu hier, mardi. Et ce soir, cocktail dînatoire dans les jardins de Matignon. Objectif pour Elisabeth Borne, animer le collectif avec 2 mots-clés, convivialité et cohésion. Juste avant, une pause studieuse, fait savoir Matignon, la première ministre, qui va saluer sans triomphalisme son gouvernement pour ses avancées sur le pouvoir d'achat, fait savoir un conseiller de l'exécutif. Vous le savez, ce mercredi, le Parlement a d'ailleurs adopté de manière définitive le premier volet concernant les mesures pour le pouvoir d'achat, mais les ministres vont devoir encore attendre un peu plus longtemps avant de quitter Paris et partir en vacances, puisqu'ils sont sommés de rester jusqu'à la fin de la session parlementaire qui est programmée ce dimanche 7 août. La rentrée est, elle, fixée au 24 août, date du prochain Conseil des ministres. Rentrée dite intense, selon un conseiller de l'exécutif. Pourquoi intense? Parce qu'il y aura beaucoup de dossiers chauds à la rentrée. Le plan de sobriété, la planification écologique ou encore les mesures pour le plein emploi. Et autant vous dire que les oppositions attendent de pied ferme le gouvernement sur tous ces sujets. Et pendant qu'Elisabeth Borne était avec ses ministres, Emmanuel Macron, lui, faisait du canoë au fort de Brégançon, comme le montre cette image de Var Matin. Allez, l'actualité, c'est aussi le fléau du crack. À Paris, 1 an après l'évacuation des toxicomanes vers un camp situé porte de la Villette, les habitants du quartier de Stalingrad continuent de subir l'insécurité et les nuisances sonores. La situation s'est certes améliorée en journée, mais pas forcément la nuit. C'est ce qu'on va tout de suite découvrir dans cette enquête signée Stéphanie Zanatti. Depuis sa fenêtre, ça fait 30 ans que Jacques observe son quartier. C'est le paradis dans la journée. Là, vous voyez, il y a Paris-Plage. Moi, je vais prendre mon café juste en face au MK2. C'est un endroit mais qui est idyllique. Ce jour-là, il savoure et profite de quelques instants de répit, comme un petit goût de vacances et de sérénité dans la capitale. Sauf qu'à la tombée de la nuit, le changement de décor est radical. Chaque soir, au pied de son immeuble, les mêmes scènes qu'il filme inlassablement, comme des preuves de son calvaire quotidien. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise hier à 5h du matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a l'impression qu'on est en pleine journée, quoi. Il y a un va-et-vient, il y a 5 personnes à côté des petits plots, il y a 5 autres personnes sur le canapé crack qui fument des pipes à crack. Discours, je dirais, comme s'il y avait vraiment personne qui dormait autour. On est complètement ignoré, quoi, complètement méprisé. On est vraiment méprisé. Jacques est à bout de nerfs, épuisé d'être dérangé en permanence par ces individus drogués, sous l'emprise du crack. Laisse dormir les enfants, il y a des enfants qui dorment. Les enfants, on parle même pas d'enfants. Laisse dormir les enfants. Plus que toi. Nation Place des Antilles. Bon, vas-y, laisse dormir les enfants. Allez, casse-toi. Dégage. Allez, dégage. C'est un bruit incessant, c'est malsain, c'est des cris, c'est des hurlements, c'est des scènes qu'on n'imagine même pas dans une ville comme Paris. Et si on voulait faire un lieu idéal pour le trafic, on ferait la place Stalingrad. Il y a un promontoire, ils voient les forces de l'ordre arriver, il y a des petits passages, ils font des deals à l'abri du regard. Et donc là, je n'ouvre pas mes fenêtres depuis 3 ans, on peut pas dormir, donc je dors avec des boules caisses et avec mes triples vitrages. Et donc la nuit, c'est leur territoire. Un territoire qu'ils se sont réappropriés progressivement depuis 3 ans, depuis qu'ils ont été massivement délogés de la colline du Crac. Ce campement sauvage dans le nord-est de la capitale. L'été dernier, les autorités avaient tenté de rassembler ces toxicomanes à l'intérieur du jardin des Halles, un parc du 19e arrondissement de Paris. Une solution envisagée pour limiter les nuisances dans le quartier. Mais l'expérience a donné lieu à des scènes dérangeantes. Et surtout, n'a pas vraiment réglé le problème. L'envie, il y en a, ils peuvent pas résister à l'envie. Ils peuvent pas tout pour avoir la taf. Un cauchemar pour les riverains, importunés, parfois harcelés, agressés par ces individus sous emprise. L'initiative n'a duré que 6 semaines. Et depuis, les toxicomanes se sont à nouveau éparpillés dans le quartier. La journée,
Ils seraient moins visibles qu'auparavant, surtout réfugiés dans les stations de métro du secteur et aux abords de la porte de la Villette, à Forceval. Un square qu'ils désertent la nuit. Dans un état second, ils déambulent dans les rues de Paris et deviennent plus difficilement contrôlables. Il faut se rendre compte que les conditions de vie à Forceval, elles sont très compliquées. Je crois qu'il y a 2 points d'eau en tout et pour tout. Et donc, en particulier avec les chaleurs qu'on connaît, ça m'étonne pas que les usagers se disséminent à nouveau dans Paris, cherchent des endroits plus près de l'eau, plus frais. Il faut mettre en place une véritable approche qui prenne en compte la situation de ces gens-là. C'est pas seulement des gens qui consomment des drogues, c'est surtout des gens qui sont à la rue, qui ont des conditions de vie très difficiles. Et si on veut apporter des réponses véritables, il faut tenir compte de cet ensemble-là. Les riverains, eux, ne cessent d'appeler au secours les autorités publiques. Ils ont tout simplement déplacé le problème. Qu'on puisse aller au supermarché sans se faire agresser, qu'on puisse aller boire un café sans se faire agresser. Depuis le début de l'année, 193 personnes ont été interpellées pour usage de stupéfiants. 2176 kilos de drogue ont été saisis. La préfecture de police de Paris doit dévoiler un plan crack en septembre prochain. Il fait encore chaud, très chaud cette nuit. La France affronte son 3e pic caniculaire depuis le début de l'été, avec des températures jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, à Lyon, on cherche désespérément de quoi se rafraîchir et des coins d'ombre, Chloé Géraud. La journée a encore été chaude, très chaude ici dans le Rhône, des températures allant jusqu'à 37 degrés et qui se sont maintenues jusque tard dans la journée, jusqu'aux alentours de 20h. Alors l'un des points de fraîcheur privilégiés par les Lyonnais, c'était ici au niveau du lac de Miribel, un endroit très plébiscité, notamment par ceux qui souhaitent échapper à la chaleur étouffante de la ville. Ici, baignade, activités nautiques ou encore plages aménagées ont été très prisées en cette journée de forte chaleur. Et ce n'est pas fini car le plus dur est à venir pour les habitants du Rhône. Le pic de cette vague de chaleur est attendu pour ce jeudi avec des températures pouvant aller jusqu'à 38 voire 39 degrés dans certaines villes du département. Des températures qui redescendront ensuite progressivement dans les jours qui vont suivre, mais elles resteront néanmoins toujours au-dessus des 30 degrés. Allez, sans transition, et sur le front de la guerre en Ukraine, plus de 160 jours après le début des combats, la Russie a affirmé avoir détruit ce mercredi un dépôt d'armes étrangères dans la région de Lviv, dans l'ouest du pays. C'est une région frontalière de la Pologne, rarement touchée par les frappes russes. On fait le point avec Florian Porras. Les rues de Mykolaïv transformées en champs de ruines. Voici le décor laissé par de nouveaux bombardements russes. Des amas de débris jonchant le sol, des murs éventrés et des fenêtres d'immeubles soufflées par la force des explosions. L'appartement d'Olesya fait partie des habitations endommagées. L'onde de choc a soufflé le verre hors des carreaux. Nous avons essayé de le réparer pour qu'il ne tombe pas à l'intérieur, mais ça pourrait tomber d'une seconde à l'autre. Artem habite lui aussi à Mykolaïv. Ce mardi, il a quitté son appartement juste à temps, avant que les bombes ne pleuvent. Hier, nous voulions rentrer ici pour passer la nuit, mais notre cœur nous a dit que nous devions partir. Et nous sommes partis à temps. Nous sommes partis et ensuite tout s'est écroulé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voyez par vous-même, ces monstres russes. Je leur souhaite les mêmes destructions à Moscou. Ces monstres. C'est dans la nuit de samedi à dimanche que les bombardements ont été les plus intenses, tuant un couple d'agriculteurs originaires de Mykolaïv. Au total, depuis le début de la guerre, 131 civils ont péri dans cette ville du sud de l'Ukraine. Au total, 131 civils, dont un enfant, sont morts à Mykolaïv sous les tirs de roquettes et d'artillerie de l'ennemi.
590 personnes ont été gravement blessées, dont 7 enfants. Les dommages causés à la ville sont actuellement estimés à 758 millions d'euros. Les forces russes affirmaient ce mardi avoir détruit un dépôt de munitions et un dépôt de carburant dans la région de Mykolaïv. C'est le premier scrutin majeur depuis que la Cour suprême a choisi de supprimer le droit à l'avortement dans la Constitution. Hier, les habitants du Kansas devaient voter si, oui ou non, ils désiraient la changer. Et ils ont voté non, un soulagement pour les militants. Milan Argelas. À l'annonce des résultats, les défenseurs du droit à l'avortement exultent. Des larmes de joie et des accolades à la hauteur du soulagement de ces militants. Je suis tellement fière d'être du Kansas ce soir. J'ai l'impression que mon État vient de me montrer avec audace qu'il va prendre soin de moi, de mes amies femmes et de toutes celles qui peuvent tomber enceintes. Nous sommes protégés ce soir. Ce qui est en jeu, ce sont nos droits constitutionnels et notre liberté. Nous avons montré que nos racines d'État libre, ici au Kansas, sont bien vivantes. Hier, les électeurs défilaient dans les bureaux de vote pour le premier scrutin majeur sur l'avortement depuis la décision de la Cour suprême de laisser la liberté aux États de l'interdire. Le Kansas a donc choisi de maintenir la garantie constitutionnelle sur le droit à l'IVG. C'est une surprise parce que le Kansas n'est pas seulement un État majoritairement conservateur. C'est aussi un État historiquement profondément ancré dans le mouvement anti-avortement. Le vote au Kansas est également très proche de ce que les sondages montrent, à savoir que la majorité des Américains veulent protéger au moins un certain accès à l'avortement. Dans le même temps, le gouvernement Biden annonce porter plainte contre une loi anti-avortement dans l'Idaho. Le jour de l'annulation de l'arrêt de Roe versus Wade, nous avons promis que le ministère de la Justice travaillerait sans relâche pour protéger et faire progresser la liberté de reproduction. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour nous assurer que les femmes enceintes obtiennent le traitement médical d'urgence auquel elles ont droit en vertu de la loi fédérale. Alors que la contre-attaque des défenseurs de l'avortement s'organise, d'autres scrutins sur l'IVG sont prévus. La Californie et le Kentucky, par exemple, doivent voter sur la question en novembre. Depuis quelques années, les vacances d'été en montagne ont de plus en plus la cote, surtout auprès des sportifs. Et cette hausse de fréquentation se traduit aussi par une hausse d'accidents. La préfecture de Haute-Savoie appelle à la vigilance de tous et invite chacun à respecter certaines consignes. Le reportage d'Olivier Jouglard avec Clément Gauvin. Prendre de la hauteur en survolant le lac d'Annecy en parapente, une activité très prisée par les touristes l'été et réalisable sans permis ni formation. Mais attention, la pratique n'est pas sans danger. Il y a deux types d'accidents majeurs. Ce sont d'une part les personnes qui sont branchées dans un arbre et puis malheureusement les mauvaises chutes à l'arrivée. Et cela arrive aussi parfois que nous soyons sollicités, comme hier dans le lac d'Annecy, pour une voile qui est tombée dans le lac et sans que l'opération de secours n'engendre une personne à secourir. Sur la piste de lancement, secours et moniteurs professionnels sont donc là pour rappeler les consignes à respecter. Il y a des règles de vol à vue, il y a des règles de site, il y a des règles de courtoisie, il y a des règles de vol en l'air. Car en parapente, mais aussi à VTT ou lors d'une simple randonnée, le but est d'éviter les petits ou gros bobos, car depuis le début de l'été, les secours ont réalisé près de 500 interventions. On constate quand même une augmentation constante de l'activité, de notre activité accidentologie secours entre 2019 et 2022, avec quasiment 12% quasiment de prise d'activité rien que pour l'accidentologie secours en montagne. Avec des épisodes de chaleur à répétition et la hausse des réservations en montagne, la préfecture appelle à la prudence pour profiter de l'air frais en toute sécurité. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on reviendra sur les explosions à Bergerac, en Dordogne, dans une usine classée Seveso. À tout de suite.